on est dans le référentiel des compétences, il s'appelle comme ça aussi, et c'est un niveau de qualification là. C'est un niveau de qualification, c'est expert autonome et responsable. Très bien, et ça tombe bien d'ailleurs parce que la réglementation dit que le client que vous avez face à vous, vous devez lui donner des conseils, des préconisations qui doivent être en accord avec ses objectifs, le client, et sa situation et ses objectifs. Et donc ça, c'est bien le signe qu'on a, comment dirais-je, qu'on a des conseils personnalisés, des conseils d'experts. J'ai un arrêt dans la transaction, c'est mon ordinateur qui me parle, il me dit qu'il se passe des choses au plan électronique, mais c'est pas grave. L'enregistrement, on n'a pas besoin de l'enregistrement là, donc ça n'est pas important. Alors après, la certification est définie par ce qu'on appelle une approche globale du client. Ça veut dire qu'on va regarder un petit peu pour et on va intervenir du coup dans tous les registres. Donc ça veut dire je serai certifié au client, moi je suis capable de traiter toutes les situations familiales et patrimoniales, c'est-à-dire les patrimoines les plus complexes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un patrimoine professionnel par exemple, à côté d'un patrimoine des personnes de la famille. Il peut y avoir des familles recomposées avec des enfants qui viennent de mariages différents, et ça va évidemment introduire des complexités particulières. Aujourd'hui, c'est obligé de le considérer. Et puis après, vous allez intervenir dans tous les registres. C'est-à-dire, évidemment, vous allez intervenir dans le domaine des investissements patrimoniaux, les placements, toutes ces sortes d'investissements immobiliers, les investissements financiers, les investissements, ce qu'on appelle les biens divers, je vais vous expliquer après ce que c'est, mais pas que ça. Vous allez aussi intervenir dans la protection de la personne et du patrimoine à travers toutes les assurances, assurance contre les risques de la vie, mais aussi assurance vie, contrat de capitalisation et préparation de la retraite, qui est devenu un thème, comme vous le savez, très important. Vous allez avoir des actions, vous allez faire des préconisations qui vont influer sur la contribution fiscale de la famille que vous conseillez, des personnes de la famille que vous conseillez. Et enfin, vous allez aussi agir sur la situation juridique des personnes et des biens. Ça veut dire ça, la situation juridique des personnes, c'est que les personnes, si elles sont adultes et en pleine possession de leurs moyens, elles vont avoir une pleine capacité juridique. Oui, avoir des clients sont des personnes, alors soit parce qu'elles sont mineures, mais ça va pas s'opposer vraiment en tant que tel, mais soit parce qu'elles sont ce qu'on appelle vulnérables, parce qu'elles ont une diminution de leur capacité, peut-être transitoire ou définitive, si elle est liée à l'âge. Et dans ce cas-là, ces personnes étant vulnérables, il va falloir faire attention à la façon dont vous les conseillez. Ça, c'est pour la situation juridique des personnes. Et enfin, pour les biens, vous allez agir dessus. Pourquoi? Parce que les biens, on peut les posséder de beaucoup de manières. On peut les posséder tout seul ou à plusieurs en indivision. On peut les posséder par l'intermédiaire d'une société civile immobilière. On peut les posséder en pleine propriété. On a la propriété et l'usufruit. On peut les vendre et les acheter, les vendre, et on en profite des revenus, mais aussi en propriété, comme on dit, démembrée, et l'usufruit étant à d'autres, par exemple. Et donc, c'est important de savoir ça. Et vous allez conseiller là-dessus parce que vous pouvez conseiller des investissements, par exemple, qui sont des investissements en nue propriété, seulement pour la propriété. Ça coûte moins cher au départ, avec l'idée que l'usufruit reviendra plus tard à votre client. Voilà, donc on a un système d'action qui est complexe, hein, vous voyez, il y a 4 dimensions, hein, la dimension juridique, personne et des biens, la dimension investissement-placement, la dimension protection de la personne, assurance, retraite, et enfin la dimension maîtrise, réduction, évidemment, c'est toujours ce qu'on cherche, mais ça n'est jamais un objectif unique, hein, de la contribution fiscale, c'est-à-dire en gros des impôts qu'on paye. Voilà, et donc vous savez faire ça, et évidemment, ça veut dire que vous serez aussi capable d'agir en conformité avec la réglementation, qui est très important dans ce domaine, parce qu'on est dans le domaine financier notamment. Il y a toujours des sujets, des problèmes, les clients ont peur, hein, des arnaques, de tout ce qu'on veut, et donc la réglementation s'est développée beaucoup, en particulier à partir de 2008, avec la crise financière dont vous vous souvenez, dans laquelle il y a eu des problèmes pour pas mal de gens qui avaient fait leur placement. Ouais, mais la réglementation dépasse, hein, plus les placements financiers, elle couvre un peu tous les domaines qu'on vient d'indiquer du patrimoine. Alors que vous ayez une approche globale du client, c'est-à-dire que vous vous présentiez comme son médecin traitant de la finance, on va dire, hein. C'est-à-dire que même s'il vous demande, je voudrais placer 50 000 € pour payer les études de ma fille,
à l'étranger l'année prochaine. Vous allez dire OK, vous allez enregistrer la demande, c'est très important, mais vous allez remplir des questionnaires, vous allez lui poser des questions qui vont vous permettre d'appréhender sa situation de manière beaucoup plus générale. Vous êtes marié, vous êtes sous quel régime quel est votre régime de conjugalité? Vous allez lui demander un certain nombre de choses. Patrimoine, qu'est-ce qu'il a exactement? Il y a de l'immobilier, est-ce qu'il y a des biens divers, et cetera? Et ça va vous permettre d'élargir la perspective et tout en répondant à sa demande initiale, de la mettre dans un contexte plus large et donc de voir des choses que lui n'aurait pas vues, de lui donner un conseil plus complet, comme un médecin qui fait un diagnostic. Et donc de cette manière-là, évidemment, vous allez, vous attacher le client, vous allez lui inspirer confiance et il va comprendre que vous agissez dans son intérêt et pas juste pour lui vendre des produits qui sont sur votre étagère et qu'on vous a dit de vendre, si je puis dire. Voilà. Donc cette approche globale, c'est pas mal parce que quand il y a un conflit, quand il y a un litige et que les clients vont en justice, et ça arrive, hein, c'est des gens qui ne supportent pas de perdre de l'argent, par exemple, qui pensent qu'un investissement, ça n'a jamais faire des litiges, les tribunaux regardent un petit peu comment vous avez fait le conseil. Et ils ont plutôt tendance à considérer que votre responsabilité est globale. Si vous avez oublié des éléments importants, des caractéristiques des personnes et de leur patrimoine, et que du coup, vous avez conseillé quelque chose qui n'était pas adapté pour eux, on peut très bien vous le reprocher. Donc c'est très bien d'avoir une approche globale parce que devant les tribunaux, mais ça arrive rarement, mais ça arrive, la responsabilité est souvent considérée comme globale. Donc voilà. Donc ça, c'est pour avoir un tableau général. Alors une fois qu'on a dit ça, vous êtes capable de conseiller dans tous ces domaines-là et vous le faites savoir. Quand vous êtes CFP, vous vous engagez à respecter des normes de pratique et un code d'éthique. Le code d'éthique, c'est client first, c'est-à-dire que vous dites, je suis là pour parler au mieux de vos intérêts, des intérêts du client. Après, il y a un certain nombre de principes, de diligence, d'objectivité, de confidentialité, de respect de la confidentialité. Il y a toute une série d'engagements, mais aussi des normes de pratique, c'est-à-dire d'avoir un processus de conseil normé dans lequel vous allez écouter le client, vous présenter, vous dire comment, lui dire comment vous intervenez. Je vais revenir là-dessus, hein. Et donc, cet ensemble de normes de pratique et d'intérêts que vous vous engagez à respecter, il faut le dire au client parce que pour lui, c'est la preuve que vous êtes quelqu'un d'honnête et qui va pouvoir vous faire confiance. Et enfin, vous êtes CIP, vous entretenez régulièrement vos compétences. Nous, on contrôle, on vérifie que quand vous nous donnez les formations que vous avez faites, c'est bien des formations qui rentrent dans le domaine du maintien des compétences, et donc vous êtes toujours à jour. Et c'est ça l'idée première de la certification. Il n'est pas complètement capturé par les certifications au sens français du terme, qui sont en fait des diplômes. 15 ans après, vous avez toujours un diplôme, mais ce diplôme ne représente plus vraiment une preuve de savoir à jour, etc., parce que le temps a passé. Et là, la certification, l'atteste, elle est attestée par nous cette compétence est conservée. Voilà. Donc c'est un atout. Alors il y a un badge. Ce badge, on le met après sa signature. Ce badge, quand on clique dessus, il montre un petit peu quelles sont les compétences et comment elles sont maintenues et quels sont les engagements qui sont pris pour aller dans le sens du client, et le client le voit. Et évidemment, ce badge ne fonctionne que si la certification est valable. Voilà, donc une série d'attributs très importants dans le métier, parce que c'est un métier dans lequel susciter la confiance du client est fondamental. Allez, dans les classements, si vous voulez, les conseillers financiers sont classés assez bas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des brebis galeuses, comme vous savez, qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire, et ça a une influence négative les jugements. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Alors après, le métier, c'est quoi? Alors on va vous envoyer un document, un livret qui parle un peu de tout ça. Ça serait un appui pour vous pourrez le lire. Il y a pas mal de choses dessus. Il y a d'abord la raison d'être du conseil en gestion de patrimoine, hein, ce qui est expliqué brièvement. Pourquoi on gère son patrimoine? Parce que il est prouvé que si on le gère, si on l'optimise, on va arriver à obtenir, à atteindre des objectifs qui vont être supérieurs à ce qu'on ferait si on gérait au fil de l'eau. Bon, alors, quels objectifs? Vous voyez, c'est des objectifs de vie, mais qui passent par des objectifs financiers, hein. C'est pour ça que les anglo-saxons disent financial planning. Alors, on n'a pas des objectifs financiers en tant que tels, on les a pour réaliser des objectifs de vie par ailleurs, pouvoir faire ce que je veux, pouvoir prendre des vacances quand je veux, etc. Et donc, c'est ça, justement, c'est tout cet ensemble d'objectifs que le conseiller va essayer de comprendre. Après, on peut optimiser, je vais vous montrer ce que ça veut dire, son patrimoine tout seul. Si on est vraiment, on a du temps, on peut le faire. Mais c'est très technique.
Ça prend beaucoup de temps et donc c'est important d'avoir un conseiller, à condition que ce conseiller ait les bonnes dispositions, la bonne compétence et la bonne éthique. Voilà. Bon, donc ça c'est clair. Après, le processus d'optimisation, ben, c'est qu'est-ce qu'on fait pour optimiser? Quels sont les actes à accomplir pour optimiser son patrimoine, c'est-à-dire de l'accumuler dans des conditions qui permettent au mieux d'atteindre les objectifs que l'on a, on va vous les décrire, et puis après, c'est quoi le processus de conseil? C'est là qu'on va retrouver un processus avec des étapes un petit peu obligatoires qui permettent de prendre en compte les besoins du client, les demandes et de bien le conseiller. Après, ce guide vous indique quelles sont les capacités requises, on va les voir ensemble. Et puis, on vous montre qu'on est dans une formation professionnelle, c'est-à-dire que on ne donne pas seulement des connaissances, pas dans une formation universitaire, hein, j'étais moi dans l'université longtemps, donc c'est des formations très bien, mais dans ce cas-là, on s'attache aux connaissances. Là, on s'attache aux connaissances, mais on s'attache à la façon dont les connaissances sont mobilisées dans le métier. Donc, on va partir du métier, de ce qu'il est, des activités qu'on a à mener. On va aller jusqu'à dire dans telle situation, on fait ça, situation, solution. Et c'est en ce sens que on a une formation tout à fait professionnelle. Alors, vous verrez, ça apparaît dans le e-learning, ça apparaît dans la façon dont on mesure les compétences, hein. On a un système de presque 1000 questions qui sont des questions dans telle situation, qu'est-ce qu'on fait? Et ça c'est un entraînement extraordinairement efficace pour être capable après de bien réagir dans les différentes situations de conseil qu'on rencontre. Voilà, après, dans la deuxième partie, on parle de perspective. Il y a des tendances dans la vie familiale et professionnelle. On n'a plus une famille unique, moins qu'avant. Il y a des familles recomposées. La profession n'a pas une trajectoire unique. On est amené à changer d'entreprise souvent. La population vieillit. Donc, toute une série de choses qui ne diminue pas le besoin de conseil, au contraire, ça l'augmente plutôt, mais ça en change la nature. Et donc, on parle un petit peu de ça. Après, la marche forcée vers un conseil personnalisé, il y a eu, depuis 2014, entre 2014 et 2019, un énorme effort des pouvoirs publics dans tous les pays du monde, en particulier après la crise de 2008 financière, en Europe en plus du fait de la construction européenne pour uniformiser les pratiques. Et donc, on a beaucoup de textes, des directives en Europe qui sont tombées, directives sur les marchés et les instruments financiers, directives sur la distribution d'assurance, directives sur le conseil, le crédit, pardon, le crédit immobilier. Donc, on a eu toute une série de textes qui ont beaucoup augmenté l'encadrement de la profession. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe. Et le maître mot, c'est conseil personnalisé, c'est-à-dire pas de conseil stéréotypé, pas de conseil général, toujours un conseil adapté. Alors, les mots varient, vous voyez, donc, cohérent avec, adapté à, adéquat à quoi? À la situation et aux objectifs du client. Donc, ce qui suppose qu'on ait bien compris quelle est sa situation, qu'on ait fait apparaître quels sont ses objectifs, ce qui n'est pas toujours évident parce que le client, souvent, il ne sait pas bien dire ce qu'il veut, hein. Voilà. C'est le deuxième point important. Le troisième point, ça parle un petit peu de ce conseil en gestion de patrimoine bionique. C'est un peu un clin d'œil, c'est l'anglo-saxon, ça bionique, ça veut dire qu'il mélange l'humain et le digital et le numérique. Alors évidemment, on est dans une période très importante où le numérique a pénétré partout, donc on a beaucoup de logiciels et beaucoup d'outils qui permettent de respecter la réglementation, toutes les obligations réglementaires en gagnant du temps, et on a aussi des produits qui permettent d'aider au conseil, hein, c'est-à-dire des logiciels qui, si vous voulez, quand vous rentrez toutes les données, sont capables de vous suggérer des objectifs, de vous aider un petit peu et puis de vous rédiger un petit peu les rapports que vous avez à rédiger. Vous aider à rédiger les rapports sur la succession, par exemple, sur un bilan impôt, etc. Voilà. Mais donc, on est dans un monde de plus en plus bionique. Alors, on ne parle pas de l'intelligence artificielle, hein, il y a toujours des peurs là sur le sujet. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais même quand vous interrogez ChatGPT et que vous lui demandez, par exemple, de vous donner un conseil, il vous donne des choses générales et très vite, il vous dit qu'il faut aller voir un spécialisé. Donc, on est loin encore du fait que l'intelligence dite artificielle remplace les conseillers, mais ce qu'on voit, c'est que ça permet de gagner du temps et ça permet d'aller plus vite dans les interventions humaines. Mais si vous voulez, tous ceux qui ont des plateformes de produits, des plateformes de gestion de patrimoine ont recruté beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine certifiés. Ils ont besoin justement, le conseil, c'est le conseil qui monte de niveau, si je puis dire. Bien, et enfin, la réflexion sur le modèle d'activité. Qu'est-ce que c'est qu'un conseiller en gestion de patrimoine quand il est indépendant? Il y a deux façons d'être conseiller en gestion de patrimoine. Il y a ceux qui travaillent dans les compagnies d'assurance, dans les banques, qui sont des salariés, et puis il y a tous ceux qui sont travailleurs non salariés, TNS, et qui ont un cabinet, qui sont soit patrons du cabinet ou qui travaillent dans le cabinet, qui sont associés dans le cabinet.
Et là, ce sont des professions libérales. Et alors, ce qu'on constate, c'est que ce monde-là est un monde de petits cabinets, hein, et demi, 2 personnes en moyenne, mais on constate une concentration. C'est-à-dire qu'on a des, des cabinets, dès qu'ils sont de taille moyenne, on voit que ces cabinets se concentrent. Et donc, on a vu les fonds de pension intervenir, on a vu des regroupements, et on a par exemple des cabinets comme Cristal, à force de se regrouper, de racheter d'autres cabinets, d'autant plus qu'il y a un mouvement de départ à la retraite, qui sont arrivés à avoir 10 milliards d'encours. Les encours, c'est quand vous parlez des produits financiers, des assurances vie par exemple, les encours, c'est les capitaux que vous gérez, vous ne les gérez pas, mais les gens ont des produits et donc ça correspond à un certain nombre d'encours. Quand on arrive à 10 milliards d'encours, par exemple, ça commence à ressembler au volume des encours d'une compagnie d'assurance de taille moyenne. Donc on voit que là, la concentration est très sérieuse, mais il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits cabinets à côté. Il y a 5000 cabinets en gestion de patrimoine en France qui ont deux personnes en moyenne, et cela continue à exister, et personne ne dit qu'ils ne vont pas pouvoir exister. Donc, mais il y a des discussions, il y a des économies d'échelle. Où sont les économies d'échelle? Qu'est-ce qu'on gagne? Pour la réglementation, c'est sûr qu'il y a des paliers, mais comme on a des outils pour aider, non, il n'y a pas de diagnostic définitif, mais il y a un mouvement très clair en ce moment de concentration. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a dans ce guide. Que vous regardiez, et évidemment, vous êtes censé savoir ce qu'il y a dedans, mais enfin, ça correspond tout à fait au contour du métier. Alors après, le processus d'optimisation du patrimoine, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un graphique horrible d'ingénieur, mais ça correspond en fait à ce qui se passe dans la réalité. En fait, et je vais très vite quitter, mais vous voyez, je fais quoi moi? Qui j'ai en face de moi? J'ai en face de moi une famille. Il y a des gens dans cette famille. C'est une situation familiale et professionnelle. Des personnes qui ont des métiers et ils ont des objectifs patrimoniaux. Bon, alors ces personnes, elles ont un capital humain, c'est-à-dire des diplômes, une expérience qui leur permet d'avoir une profession. Elles ont un statut. Pour la gestion de patrimoine, c'est important. Statut, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est statut social, c'est-à-dire est-ce que c'est salarié ou est-ce que c'est PNS, travailleur non salarié? C'est très important du point de vue de la gestion de patrimoine parce que les systèmes de protection, les systèmes sociaux ne sont pas les mêmes, hein. Les professions travailleurs non salariés sont moins protégées, il y a moins comment dirais-je, d'obligations, si je puis dire, de cotisations qui font qu'elles sont moins protégées, elles ont plus de choses à faire par elles-mêmes, en particulier pour la retraite. C'est important. Donc, capital humain, provision statut, et puis elles ont des objectifs de vie, elles ont des objectifs patrimoniaux qui dépendent de la position dans le cycle de vie. C'est-à-dire, vous voyez, quand on essaie de clarifier, ça veut dire que les clients que vous allez avoir vont être différents dans ce qu'ils veulent selon la phase de leur vie dans laquelle ils sont. S'ils sont dans l'entrée dans la vie active et constitution de la famille, il faut qu'ils choisissent le mode de conjugalité. Conjugalité, c'est quoi? Vous pouvez amener à les conseiller là-dessus. Mode de conjugalité, c'est quoi? Il y en a trois, hein. On peut être en union libre, concubinage, on peut être pacsé et on peut être marié avec toutes les différents types de mariage qui existent. Donc ça, c'est important parce que ça va conditionner pas mal les protections des conjoints, ce qui se passe pour les conjoints, ce qui se passe pour les enfants. Donc c'est important d'avoir ça en tête et vous allez demander ça aux clients, c'est important que vous le sachiez. Après, bon, s'il est à cette phase de sa vie, il peut se demander s'il va acquérir ou non sa résidence principale. Alors, contrairement à ce que certains journalistes disent, ce n'est pas obligatoire de dire qu'on veut avoir sa résidence principale. On peut très bien la louer et investir par ailleurs dans d'autres immobiliers. Puis, c'est là qu'il va choisir, je constitue mon capital, qu'est-ce que je mets, à quelle terme je place, comment je fais. Si on est dans la période de développement, protéger ses proches, ça devient très vite une préoccupation, et il faut préparer la retraite, puisqu'on dit maintenant qu'il faut le faire dès l'âge de 30 ans. Bon, avec des plans d'épargne retraite, avec des choses qui permettent de compléter ce qu'on sait que va être la retraite par répartition qu'on aura plus tard. Enfin, on va voir que c'est pas si simple que ça, et que souvent les gens font des plans d'épargne retraite parce que on leur explique, et c'est vrai qu'ils peuvent réduire des impôts dans une certaine mesure, les sommes qu'ils mettent sur ce plan d'épargne retraite. C'est très bien, ça réduit la pression fiscale. Voilà, mais ce qu'on ne leur dit pas toujours, et il faut leur dire, c'est que ça n'est pas l'économie d'impôt, c'est un report des impôts, puisque après, quand ils vont prendre leur retraite, on va regarder quelle est la situation, et on va peut-être leur reprendre une partie, ça va dépendre du niveau auquel sont leurs revenus à la retraite par rapport à ce qu'ils sont au moment où ils. Mais voilà, mais enfin, il faut s'en préoccuper, c'est évident. Après, quand on est en période de maturité, c'est là qu'on veut optimiser la fiscalité, c'est normalement là quand on a réussi qu'on paye beaucoup d'impôts, donc on va se préoccuper de toutes ces choses-là.
Et puis, aménager les pouvoirs de gestion à disposition des biens, mes enfants, comment je vais faire? C'est là qu'on peut dire, je vais créer une société civile immobilière, peut-être pour leur transmettre de manière progressive. Bon, vous voyez, donc les problèmes varient avec la période de la vie dans laquelle on est. Quand on est au terme de la vie professionnelle, deux choses, hein, on a souvent envie d'avoir des revenus complémentaires. Alors, si on s'en est pas occupé avant, ça risque d'être problématique, mais hein, on peut très bien aussi voir se faire d'autres activités. Rendre le patrimoine plus liquide, c'est un objectif important. Quoi, si on vit longtemps et qu'on a des besoins de liquidité pour ce revenu, la dépendance aussi, parce qu'on peut avoir des coûts, ben, on ne peut pas satisfaire ses dépenses, les consentir si le patrimoine n'est pas rendu liquide. Donc c'est là qu'on a des décisions du genre, par exemple, de passer en viager, vous voyez, faire céder la propriété, alors de manière définitive ou pas définitive, et rendre le patrimoine liquide en changeant la composition du patrimoine et en les placements financiers, vous voyez, ça c'est au détriment de l'immobilier plutôt, et donc dans le domaine de la finance. Et enfin, il y a une dernière idée, c'est que quand on est à la retraite maintenant, ça peut durer 25 ans, donc on a un sujet qui est un dilemme qu'il faut présenter aux clients. Couvrir les risques de la vie longue, c'est garder de l'argent et donc avoir un patrimoine liquide et pas s'en dessaisir. Et ça, c'est un petit peu antagoniste avec le fait de le transmettre. Quand vous le transmettez de manière anticipée à vos enfants, c'est une transmission définitive, donc il n'est plus là. Voilà. Donc voilà un petit peu les objectifs. On a compris qu'ils vont varier. Alors quand vous écoutez les anglo-saxons, ils vous disent qu'il faut prendre le client le plus tôt possible et finalement le suivre toute sa vie. Si vous le faites, c'est très bien. Si vous prenez le client à un âge plus avancé, qu'il a déjà fait, ben, vous allez le prendre comme des données. Donc, il faudra que vous voyez ce qu'il reste à faire compte tenu des choix qu'il a fait. Pas complètement consciente. Voilà. Donc, après, les personnes en question, il faut que vous regardiez, il y a des questionnaires pour ça, quelles sont leurs préférences. Leurs préférences, pourquoi? La préférence très importante, c'est celle pour le risque. Il y a des questionnaires. Quel est le niveau de risque que le client est prêt à accepter? Et il va même y avoir des contraintes réglementaires. Quand il est âgé, va avoir tendance par la réglementation à vous dire attention, vous ne pouvez pas lui faire prendre n'importe quel risque. Prendre des dérogations, des choses comme ça. Hein. Vous voyez, tout va être subtil parce que il est illégal d'empêcher quelqu'un de faire un investissement risqué. Il est vieux, qu'il est âgé, mais en même temps, il faut prendre des précautions qu'on ne prendrait pas avec des gens plus jeunes, parce que sinon, la décision qu'on lui a fait prendre peut être mise en cause par les héritiers, par exemple. Voilà. Et alors après, pour pouvoir bien conseiller, pour pouvoir optimiser son patrimoine, bah, il faut savoir un peu quelle expérience on a des marchés financiers. Ça fait partie des données que vous allez recueillir. Après, vie familiale et professionnelle, ça a des revenus, des dépenses, il y a des aléas. Donc, vous voyez, il va y avoir une partie dans le conseil qui consiste à dire, bon, alors le client que j'ai là, la famille, c'est quoi son compte de résultat? Qu'est-ce que ça veut dire compte de résultat? C'est volontairement un langage d'entreprise. Le compte de résultat pour une entreprise, c'est là qu'on met le bénéfice. Hein. Bon, les recettes moins dépenses, produits et moins charges, ça va donner un bon résultat. Pour le client, et là que vous conseillez, le résultat pour lui, c'est sa capacité d'épargne. Qu'est-ce qu'il est capable de mettre de côté? Qu'est-ce qu'il est capable de consommer pour construire et développer son patrimoine? Et donc, dans une partie de l'analyse du bilan patrimonial, vous allez regarder ce qu'il a comme revenu, comme dépense, et vous allez essayer de le projeter dans le futur. Le tableau de financement, c'est quoi? Là, c'est l'idée, c'est toujours le langage de l'entreprise. Le tableau de financement, c'est quoi dans une entreprise? C'est un emploi-ressources. Donc, vous avez dans les ressources, pour l'entreprise, il y a la capacité d'autofinancement, qui est les résultats qu'elle a obtenus. Là, ici, ça va être la capacité d'épargne. Et puis, il y a les emprunts. Ça, c'est les ressources. Et de l'autre côté, les emplois. Il y a les investissements. Et attention, à des investissements, il y a aussi les remboursements. Donc, d'avoir cette idée en tête du tableau de financement avec ici les ressources tirées de l'activité qui va être pour les ménages, capacité d'épargne qui tire de ses revenus, et les emprunts vont permettre de faire des investissements, mais attention, il y a des remboursements. Pourquoi c'est important d'avoir ça en tête? Parce que les remboursements sont là, même si les revenus des investissements ne sont pas là. Et donc, c'est comme pour une entreprise, l'emprunt permet d'accumuler du patrimoine de manière plus rapide. Par exemple, ça permet, en s'endettant à 80%, même plus, d'acquérir un logement pour le louer. Mais ça engendre des charges financières de l'autre côté. Et donc, si le logement, on n'arrive pas à bien le louer, si sa valeur baisse, il y a des sujets, si on nous a présenté l'investissement comme pyramide, on peut se retrouver en situation de surendettement parce qu'on a
trop investi dans ce genre de trucs. Il y a aussi les panneaux solaires, hein, on a des exemples merveilleux. On vous dit c'est la caisse d'épargne, vous empruntez tout, il n'y a pas de problème. Parce que EDF vous achète le courant à un prix qui est élevé. Oui, si les panneaux fonctionnent. S'ils ne fonctionnent plus, il y a plus de revenus et donc on a aussi des problèmes. Voilà, donc on voit bien. On regarde un petit peu le budget, comment se présentent les revenus, dépenses, ménages. On essaie de projeter ça et on voit qu'est-ce qu'est la capacité d'épargne, qu'on va pouvoir la mobiliser, mais il faut l'apprécier et on surveille l'endettement, on regarde quel est l'endettement et on conseille en fonction de ça. Donc, vous voyez, capacité d'épargne et situation financière, on est ici. Après, ça c'est ce qu'on va appeler la gestion des finances de la famille, qui est un des éléments de l'action du conseiller. Après, qu'est-ce qu'il fait le conseiller d'autre? Il va faire un bilan de situation, un bilan patrimonial et il va proposer des actions. Investir, désinvestir, prendre, résilier les assurances, préparer la retraite avec différents produits qui existent, gérer la contribution fiscale à travers les choix d'investissement. Mais il va y avoir aussi des actions sur la situation juridique, des personnes et des biens, comme je vous l'ai dit. Tout ça, les anglo-saxons, ils appellent ça financial plan, un plan de gestion patrimoniale filiale globale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'un conseiller des clients, c'est faire une collection de chiffres et leur expliquer tout ce qui va leur arriver quantitativement jusqu'à leur retraite. Bien sûr que non. C'est juste d'avoir conscience de l'enchaînement des décisions dans le temps et d'avoir une espèce de mémoire de ces décisions. Si on investit pour avoir une résidence principale et qu'on s'endette sur 30 ans, comme on fait maintenant quelquefois beaucoup, du coup, on opère un certain nombre de choix par ailleurs. On ne va pas pouvoir faire beaucoup d'autres choses que des placements financiers de complément. Donc, c'est d'avoir conscience de cette complémentarité et de la façon dont le fait que les décisions sont interdépendantes dans le temps. C'est pour ça qu'on parle de plan de gestion, un plan au sens objectif, action et pas de chiffres précis. Voilà. Alors après, comment vous allez procéder? Je gère la patrimoine d'une famille. J'ai la situation financière et professionnelle, je viens de la décrire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder 4 éléments. C'est quoi la situation patrimoniale? Il y a des actifs immobiliers, soit vraiment des appartements, des maisons, du foncier, c'est du direct, soit de la pierre papier, des SCPI, vous voyez, des titres financiers qui sont des parts de fonds communs et qui sont dans l'immobilier. Après, il y a les actifs financiers, ça va de l'obligation, qui est une entreprise qui crée des obligations, ça veut dire qu'elle s'endette et elle vous donne un coupon fixe. Il y a des coupons fixes complètement. Après, il va y avoir les actions, puis il va y avoir des ensembles d'actions dans des fonds, et puis après, on va aller plus loin, on va avoir des produits dérivés, des produits structurés, c'est-à-dire des produits qui mélangent des obligations pour garantir le capital avec des investissements en bourse qui permettent d'avoir de la rentabilité. Voilà, donc ça, c'est le deuxième monde du patrimoine des actifs financiers. Après, vous avez des actifs en biens divers, c'est l'autorité des marchés financiers qui appelle ça comme ça. C'est quoi? C'est tous les biens dans lesquels on investit dans une optique de rapport, parce que ça va rapporter quelque chose, c'est pas juste pour le rapport, mais qui ne sont ni classés immobiliers ni financiers. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous achetez des diamants, vous achetez des parts dans des haras, dans des vignobles, des manuscrits précieux. Oui, il y a beaucoup des crypto-actifs. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler des biens divers. Donc, une caractéristique, l'autorité des marchés financiers ne dément pas, c'est que ce sont des placements risqués. Alors, il y a des actifs financiers qui sont très risqués, hein. Et c'est vrai que par essence, les actifs en biens divers sont des placements risqués, que donc il faut faire attention. Alors, ils sont réglementés aussi, mais c'est moins facile de les réglementer. Et enfin, les actifs professionnels, il peut y avoir un des membres de la famille qui a une entreprise. Dans ce cas-là, il va falloir regarder sa situation patrimoniale aussi, parce que ça va interagir avec ce qui fait patrimoine privé, et puis il va y avoir des problèmes de transmission de patrimoine professionnel très importants aussi. Ça introduit une complexité supplémentaire importante quand on a des actifs professionnels. Voilà, après, il possède tout ça comment? Donc, juridique des biens, est-ce qu'il a ça en indivision? Ça va dépendre du régime de conjugalité, et il faut l'apprécier, l'appréhender. Puis la capacité juridique des personnes, est-ce qu'elle est pleine ou est-ce qu'il y a des vulnérabilités? Après, on regarde la situation sociale assurantielle. Il y a des protections, comme je l'ai dit, qui sont différentes selon qu'on est salarié. Il y a des assurances obligatoires et d'autres qui le sont moins. Donc, on fait le bilan de tout ça, assurance décès, assurance vie. Et puis, il peut y avoir ou non des plans de préparation de la retraite qui sont déjà mis en place. Et enfin, situation fiscale, on regarde les impôts
qui sont payés par le client, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière, l'impôt sur les plus-values. Il y a des cessions qui sont prévues et l'impôt sur la transmission du patrimoine professionnel. En particulier, on va calculer, on va montrer à la personne quels sont les impôts qu'il paierait s'il se passait un certain nombre de choses, s'il transmettait le patrimoine, ou bien aussi s'il transmettait du patrimoine à des personnes de sa famille, puisqu'il y a des droits de succession, comme vous le savez, et qui sont importants dans notre pays. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va faire pour apprécier la situation. C'est là-dessus qu'on va faire ce qu'on appelle le bilan patrimonial. Et puis après, dans les actions, je les ai déjà indiquées. Juste des exemples d'actions sur la situation juridique civile des personnes et des biens. Effectuer une donation au conjoint survivant. Hein, si vous faites ça, le conjoint survivant a des droits supplémentaires à ce que lui donne la loi. Il n'y aura pas seulement, comment dirais-je, un quart en pleine propriété du patrimoine du défunt, hein, s'il y a un conjoint qui meurt. Il aura plus, il peut avoir aussi des usufruits. Donc c'est important pour le protéger et éviter qu'il ait des difficultés. Mais si, par exemple, on est en régime de concubinage, si un des deux décède, l'autre n'a rien. Donc, attention, ce n'est pas le mariage, le conjoint survivant, c'est pour le mariage, les gens qui sont mariés. Donc, dans ce cas-là, un conseil, ça peut dire, attention, rédiger un testament. Les enfants, on peut faire des donations partage, par exemple, qui sont identiques pour les 3 enfants, et ça permet de figer la valeur au moment où on fait la donation. Donc, c'est quelque chose, vous pouvez dire, vous voyez, le conseiller en gestion de patrimoine, ce n'est pas un avocat, ce n'est pas un juriste, donc il ne va pas aller au bout de tout. Ce n'est pas un notaire, ce n'est pas lui qui va faire l'acte. C'est lui qui va faire la préconisation. Et donc, il travaillera après avec des professionnels pour aller jusqu'au bout. En fait, remettre le patrimoine professionnel aussi, c'est aussi une préconisation. En ce moment, on en discute, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a ce qu'on appelle le pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, c'est un pacte du nom de Dutreil qui était un député et qui permet, si les enfants s'engagent à garder les actions pendant 5 ans au moins de l'entreprise en question, alors l'assiette, la valeur de l'entreprise sur laquelle on calcule les droits de succession est réduite de 75%. C'est plus de 25%. Donc c'est un avantage important. Simplement, dans le flou et la folie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la Cour des comptes, etc., a fait une étude comme si on a fait une étude. Ça veut dire qu'on ne savait pas. Si vous voulez. Donc on a fait une étude, c'est assez difficile à faire, pour savoir combien coûte le pacte du trade. Coûte, ça veut dire coûte à qui? Ça veut dire combien d'impôts on a en moins, l'État en moins, parce que il a le pacte du trade. Donc vous avez comme ça toute une série de dispositions qui sont régulièrement testées pour savoir s'il ne faut pas les supprimer. Il ne s'agit pas de coûts pour l'État, il s'agit de moindres recettes fiscales. Et donc, le pacte du trade ne bougera probablement pas parce que c'est quelque chose qui est très important pour la transmission d'entreprise, sinon c'est catastrophique. Hein. On est dans un pays où les droits de succession sont loin d'être négligeables, et il n'y en a pas hein, de cet ordre-là. Voilà. Donc, un petit peu le métier ce qu'il est, le processus de conseil. Quand vous allez préparer l'oral, on va vous apprendre à faire ça. On rencontre le client, on établit la relation avec le client, on présente, on dit comment on va être payé, on écoute le client, on lui pose des questions et on définit le champ de la mission. Premier rendez-vous, après on va avoir d'autres rendez-vous, puis après on recueille les informations pertinentes, on le fait au premier rendez-vous, mais on ne finit pas, on a des questionnaires. Bon, et ça c'est très important, parce que c'est ça qui va faire la qualité du conseil. Après, on analyse la situation patrimoniale au sens large et on en tire un bilan. Ici, on est avec le client devant. Ici, on est en back-office, là. On analyse la situation, on fait un bilan. On développe des recommandations. On appelle ça préconisation aussi. On les présente. Après, on dit qui fait quoi. Le client, il peut avoir envie de tout faire tout seul ou de vous demander de l'aider. On regarde ce qu'il fait. Et dernière idée très importante, et que le certifié s'oblige à faire, et d'ailleurs que la réglementation tente de plus en plus à rendre obligatoire, on ne lâche pas le client et on l'ignore par la suite, on suit la situation et les recommandations. Les recommandations, il faut les suivre, parce que si la situation du client change et on ne s'en rend pas compte, on ne lui dit rien, on peut avoir des problèmes, hein, c'est sûr. Ça n'est pas facile, mais c'est un des aspects importants du travail du conseiller. Voilà le processus. Et alors, la certification est enregistrée au niveau 7 du master et donc on s'est plié à la façon dont France Compétences, qui est l'autorité de régulation, veut qu'on procède, et donc on a ce qu'on appelle des blocs d'activités et de compétences qui sont là. Vous voyez que chez nous, c'est fait exprès, nous avons choisi de manière à ce qu'ils décrivent le métier, comme ça tout le monde comprend de quoi il s'agit. On conduit une relation client,
voit au début, par exemple, je vous l'ai indiqué, et puis après, on travaille, on vient lui présenter des préconisations et on respecte la réglementation. On réalise un bilan patrimonial global, on conçoit une stratégie pour lui, on lui fait des préconisations, on assure la mise en œuvre et on actualise la stratégie. Vous voyez qu'on on a repris un petit peu les éléments du process, comme ça c'est clair, et on le fait ça dans 4 domaines. C'est les domaines que je vous ai indiqués: situation juridique, situation patrimoniale, situation sociale, situation fiscale. Là, on est dans une phase d'acquisition d'informations, de découverte des objectifs. Ah, vous voyez, c'est très important, hein, si vous ne lui faites pas dire ce qu'il veut en termes d'objectifs, vous n'allez pas pouvoir après, dans votre déclaration d'adéquation, le rapport que vous allez faire et que le régulateur peut contrôler, vous n'allez pas pouvoir dire que vous avez fait quelque chose conforme à ces objectifs si vous ne les avez pas recueillis. Donc ça, c'est une grande nouveauté depuis une dizaine d'années de la réglementation et pour laquelle les conseillers peuvent avoir du mal, hein, parce que c'est pas habituel. Oui, bien, il ne s'agit pas de conseiller une assurance vie puis de se préoccuper de rien. Montrer que cette assurance vie s'adapter à la situation des objectifs et en modifier les contenus, par exemple, si la situation du client change. Voilà, et donc là, évidemment, ça veut dire que les 4 domaines vont exister pour l'audit bilan patrimonial aussi, mais il faut les consolider. Donc, on va apprendre à commenter un bilan patrimonial global. Une fois qu'on on a pris les 4 dimensions, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est quoi la rentabilité, le risque? Est-ce que c'est équilibré entre les membres de la famille ou pas? Vous voyez, donc on a une batterie de critères. Et avec tout ça, vous allez avoir choisir, il y a des actions potentielles sur les 4 dimensions et vous allez consolider tout ça dans des recommandations. Vous allez choisir lesquelles donner au client et ensuite vous allez réviser. Voilà, donc ça vous redonne de manière synthétique le processus de conseil. Il est là et il est développé, il est déployé dans les 4 domaines d'intervention. Alors ça vous permet de comprendre comment est organisée la formation après. Hein. Donc la formation est organisée comment? Vous allez retrouver, vous allez retrouver, il y a un système de e-learning, le premier module, situation juridique des personnes et des biens. Donc là, on va vous apprendre à la fois c'est quoi la situation, comment on la décrit et quelles sont les préconisations qu'on peut faire dans ce domaine. Vous allez avoir les deux. Et on va prendre toutes les rubriques, les personnes et les actifs patrimoniaux, les modes de conjugalité, l'adoption, c'est un petit chapitre, mais l'adoption dans une logique patrimoniale, parce que si vous adoptez un enfant à ce moment-là, il va être traité comme votre enfant et donc il y aura soumis à des règles différentes de ce qui serait s'il ne l'était pas. Si vous avez ici la transmission du patrimoine, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de transmettre de manière anticipée? Et là, ce qui se passe si j'ai un chef ou dirigeant d'entreprise qui a un patrimoine professionnel. Donc ce module, vous allez étudier un petit peu tous les aspects du module, mais dans le module, il y a les interventions. C'est-à-dire que, je reviens un petit peu en arrière, je prends le module situation juridique des personnes et des biens. Je prends la leçon 1, elle parle des personnes et des actifs patrimoniaux. Le chapitre 1, il va parler des personnes et donc la capacité juridique et des besoins qu'on a de les protéger si la capacité juridique n'est pas totale. Donc, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une capacité juridique. Vous voyez, c'est l'attitude à avoir des droits. Quels droits? Acte de conservation, c'est-à-dire garder le patrimoine et le maintenir en état, l'administrer, prendre les décisions qu'il faut pour le gérer. Et puis, disposition, c'est l'acheter et le vendre. On va dire, voilà, c'est ça, c'est la capacité juridique. Si une personne est en pleine possession de ses responsabilités, elle a tout. Si elle est vulnérable, si sa capacité est amoindrie, eh bien, à ce moment-là, il va y avoir des limites. On va peut-être lui donner des aides, un tuteur, un, un curateur, etc. Et donc, c'est important de le savoir. Mais comment on va vous présenter ça? On va vous présenter tous les concepts et les textes, et Dieu sait qu'il y a des lois là-dessus. On essaye de maintenir la capacité des gens quand même pour ne pas les posséder pour rien, mais on va aussi regarder ce qu'on fait. Choisir un mode de protection, si ça devient nécessaire pour le client, comment on gère le patrimoine d'une personne protégée, il y a un tableau des actes, il y a des choses que peut faire le client, d'autres il faut passer par un tuteur, d'autres par le juge des tutelles, voilà. Donc on va aller dans les interventions, c'est en ça que c'est une formation professionnelle. On va vous donner des kits d'action, comment faire. Voilà. Et donc le module 1, le voilà. Le module 2, c'est tout ce qui concerne la gestion des finances de la famille, je vais vous l'expliquer. Puis après, vous avez les actifs immobiliers, les actifs financiers, les actifs en biens divers, fameux, comment dirais-je, ceux qui sont des actifs de rapport, mais qui ne sont ni financiers ni immobiliers, donc comme par exemple, je vous ai dit les vignobles, les diamants et toutes ces choses-là, les cryptoactifs. Ici, vous allez avoir quelque chose, lorsque vous êtes conseiller, vous allez évidemment conseiller sur des placements. Ces placements vont avoir des
prix variables sur les marchés, placement risqué, donc ça monte, et là on a gagné de l'argent, puis ça descend. Donc vous allez être conduit à expliquer, à parler aux clients de ces actifs et leur expliquer pourquoi leur trajectoire est ce qu'elle est. Et donc pour ça, il faut avoir des compétences macroéconomiques. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être un spécialiste de la macroéconomie, qui est une discipline compliquée, et puis on n'est pas ici dans une formation, une maîtrise d'économie, mais en revanche, il faut avoir un kit d'explication, c'est-à-dire pour comprendre quels sont les grands paramètres de l'économie qui expliquent l'évolution des prix des actifs et comment, à partir de cette connaissance-là et de ce qui se passe dans l'actualité, on peut expliquer au client pourquoi ça baisse, pourquoi ça va remonter, etc., ce qui évite qu'il s'affole et qui lui montre qu'il est en de bonnes mains. Voilà. Et puis enfin, là, ici, il y a quelques données sur l'allocation d'actifs, c'est-à-dire que quand vous allez avoir un client, vous allez définir son profil de risque, plus ou moins risqué, vous allez dire, OK, je vais lui mettre des actifs qui lui font courir plus ou moins de risques, mais après, c'est quels actifs? Une différence, c'est l'immobilier, bien financier. Donc, comment on fait une allocation d'actifs? Comment on définit ce qu'on met dans le portefeuille du client que l'on a? Voilà, donc ça, c'est le module 2. Alors, il est gros, mais le premier d'avant, il était aussi très, très fourni. Vous voyez, la richesse, l'intérêt de la gestion de patrimoine et puis en même temps sa difficulté, c'est que ça touche à des domaines très, très variés. C'est pas juste des placements financiers. C'est le module qui parle de placements financiers. On voit d'ailleurs que financier, mais il y a autre chose, il y a des biens divers. Mais il y avait avant tout le module juridique. On a vu qu'on va faire du conseil là-dessus. C'est pas fini. On va après entrer dans le 3, où là, on va parler de protection. Donc là, fondamentaux et dimensions de la protection. On a un système de protection sociale qui est extrêmement compliqué. Il y a une différence entre les non-salariés et les salariés, mais il y a aussi toutes les assurances, hein, les domaines, la santé, il y a aussi la dépendance, il y a aussi la préparation de la retraite. Donc, on va vous expliquer que sont ces systèmes de protection et comment on peut agir dedans et aider le client. Après, les grands dimensions d'intervention, c'est les contrats d'assurance vie et de capitalisation. Donc, c'est à la fois des contrats qui permettent de faire des placements maintenant, hein, parce que quand vous avez des unités de compte, par exemple, ce qu'on appelle les unités de compte, en fait, vous avez à l'intérieur du contrat d'assurance vie l'allocation d'actifs. Les actifs, c'est les actifs financiers dont je vous ai parlé à côté. Donc, en fait, à travers l'assurance vie, vous allez courir les mêmes risques et avoir les mêmes rendements, espérons, que ce que vous avez dans les instruments financiers stricto sensu que vous aurez dans un compte titre, par exemple. Mais quand même, c'est une assurance vie. Donc, c'est pour ça qu'elle est là et elle est gérée par des assureurs et des assurances d'essai, c'est une assurance. Donc, elle a les deux caractéristiques. C'est un produit plus complexe qu'un simple produit financier. Après, il y a des stratégies d'assurance contre les risques de la vie, hein, c'est-à-dire la validité, le décès, c'est ce qu'on appelle la prévoyance. Donc, ça, c'est un élément aussi de la protection où on fait un bilan et vous allez conseiller. Et puis, il y a toutes les stratégies de préparation de la retraite, ce qu'on appelle les plans d'épargne retraite, et qui ont permis de synthétiser un petit peu tout ce qu'on avait avant. On avait avant beaucoup de produits qui étaient différents selon qu'on était salarié, non salarié, ce qu'on appelle les contrats Madelin, les contrats article 83. Alors ça, il faut les connaître parce qu'il y a des gens qui en ont encore, et on vous expliquera, mais tout ça, ça a été un petit peu homogénéisé à travers le PER, le plan d'épargne retraite, qui est en fait, on le cache parce qu'on est dans un pays où c'est toujours, ça reste toujours un peu un tabou, c'est de la retraite par capitalisation, donc c'est bien la retraite que les autres pays ont adoptée depuis très longtemps, qui consiste à dire, c'est pas des revenus garantis, hein, la retraite par répartition, tu cotises tant, je te garantis un revenu. Enfin, je te garantis, mais ce revenu, il est quand même défini tout le temps, puisque il change, hein, ça dépend de l'équilibre des régimes de retraite, mais c'est un régime à un revenu retraite défini. Alors que les retraites par capitalisation, c'est une retraite à contribution définie, on sait combien on paye, on ne sait pas combien on va avoir, mais ce qu'on aura, on l'aura à soi. Voilà. Voilà. Et donc, on est entré dans un système où la répartition est complétée par de la capitalisation. On ne le dit pas encore comme ça clairement. Après, il est clair que ça n'est pas prépondérant. Pour la plupart des gens, la retraite par répartition reste prépondérante et ça va se déformer dans le futur, et évidemment, et de la démographie notamment. Voilà. Donc ça, c'est ce module-là, aussi un module costaud, très bien. Après le fiscal, là, le plan, c'est les impôts, les différents impôts, impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, pour les oublier, ils sont très importants. Quand on a le prélèvement forfaitaire de 30%, on a quand même 17,2% qui sont des prélèvements sociaux qui sont faits toujours et directement avant même que vous ayez retiré votre investissement. N'oubliez ça parce que
C'est ça qui fait que la progressivité, quand on dit les impôts, les intérêts se cumulent, et c'est pour ça que si on commence tôt, on peut avoir beaucoup. Oui, oui, mais sauf qu'il y a des prélèvements qui sont faits à chaque stade quand même qui diminuent cet effet-là. Après, l'impôt sur la fortune immobilière, parce que c'est celui qui existe en ce moment, quand on fait des plus-values immobilières, il y a des impôts sur les plus-values. La fiscalité de la transmission à titre gratuit, si je transmets le patrimoine et le patrimoine professionnel à titre gratuit, ou même à mes enfants, j'ai quand même des droits de succession. C'est transmission à titre gratuit, mais c'est pas gratuit parce que tu en prends une partie. Enfin, si j'ai un chef d'entreprise qui a une société des sociétés de capitaux, il y a une fiscalité aussi propre. Donc voilà, on va faire le tour de ça et on va faire le tour des investissements pour voir un peu en quoi ils permettent d'agir sur ces différents impôts. Vous voyez, ça, c'est les 4 premiers modules. Vous allez avoir un 5e module qui fait l'objet du e-learning sur la réglementation, où là, on va vous expliquer toute la réglementation qui est imposée entre aux conseillers. Alors, les conseillers, si vous voulez, c'est très bizarre. Conseiller en gestion de patrimoine n'est pas réglementé en tant que tel. Ce n'est pas un métier qui est inscrit comme métier réglementé. Mais en revanche, si je veux conseiller sur des investissements, des instruments financiers, des titres, des fonds communs de placement, vous devez être ce qu'on appelle CIF, conseiller en investissement financier. Et là, vous êtes contrôlé, vous êtes réglementé par l'autorité des marchés financiers. Vous conseillez sur des produits d'assurance. Ah, vous êtes intermédiaire d'assurance. Et donc, vous êtes soumis à la réglementation IAS, des intermédiaires d'assurance, à 2 niveaux. Vous pouvez être soit courtier, soit mandataire si vous travaillez pour un courtier, pour des courtiers. Et donc, vous allez être soumis à cette réglementation. Si vous faites du crédit immobilier, conseil en crédit immobilier, vous allez être considéré comme IOBSP, c'est-à-dire intermédiaire en opération de banque et services de paiement. Et il y a aussi une réglementation spécifique. Et enfin, si vous versez dans les transactions immobilières, intermédiaire immobilier, il vous faut la carte T, d'accord? Et la carte T, c'est une réglementation aussi. Alors, ça, vous voyez que la réglementation, elle agit à travers les activités que vous avez. Alors, vous avez des gens qui ne sont que courtiers à l'assurance, voilà, ils ne seront pas soumis à la réglementation CIF, mais ils sont de plus en plus rares. Et si vous voulez vous diversifier, vous allez être soumis un peu à toutes ces réglementations. Comme vous le savez, on vous l'a dit, l'intérêt de la certification, c'est qu'elle permet d'éviter d'avoir à passer des examens d'entrée dans ces certifications. Et les examens sont largement réduits. Pour être courtier, il n'y a rien à faire. Avec la certification, on peut s'installer comme courtier. Le CIF, il y a un petit examen que l'AMF ne veut pas, il veut dispenser personne. Mais on a la voie diplomatique permet d'éviter et d'entrer dans ces activités réglementées sans encombre. Et pour la carte T, on envoie le diplôme à la chambre de commerce et on peut exercer l'activité carte T. Donc ça, c'est l'intérêt de la certification. Alors, vous voyez qu'il y a 5 modules qui sont dans notre e-learning. 1, 2, 3, 4 sur les 4 éléments de situation et la réglementation. Donc, on va vous ouvrir ces modules un par un. Il y a dedans des quiz, beaucoup de quiz. Ce sont des questions-réponses, situation, solution, situation, règle, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et ça, vous pouvez les faire, les refaire. On vous demande de les faire, d'avoir un pourcentage de réussite pour avancer. Ça, c'est une manière de vous obliger un petit peu à travailler, de vous encourager à travailler. Et ce qui est important aussi, c'est que ces quiz que vous allez faire, cet entraînement, vous allez en bénéficier lorsque vous passerez les épreuves de certification, parce qu'il va y avoir un certain nombre d'épreuves. Les 5 premières épreuves sont consacrées aux 5 dimensions que je viens d'indiquer, et où on va vous poser des questions du genre de celles que vous aurez vues lorsque vous aurez fait la formation. Voilà, ce qui rend les épreuves de certification tout à fait abordables. Après, on va vous apprendre à faire 2 autres choses dans des modules qui seront en classe virtuelle. Ça sera en classe, hein, ce n'est pas de l'e-learning, avec des experts de chez nous. Comment on réalise un bilan patrimonial? Donc, on prend des cas, on les traite ensemble. Comment on comment dirais-je, rédige et module des préconisations. Voilà. Donc ça, c'est le module 6. Et le module 7, on va vous entraîner à l'épreuve orale qui existe dans les épreuves de certification, c'est-à-dire conduire la relation client en conformité avec la réglementation. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un rendez-vous client? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Comment on mène l'entretien de manière à recueillir de l'information? Donc, on va vous entraîner à ça dans ce module. Les 2 modules-là sont en fin de formation. Ils sont en classe virtuelle. Vous aurez des cas et vous allez avoir des examens blancs aussi pour vous entraîner. Et donc, vous voyez que c'est le module 5, 6, 7. Et donc, si on arrive à l'examen, il y a 5 épreuves. Vérification des connaissances sur les 4 éléments de situation et sur la réglementation.
2 épreuves écrites de 2 heures chacune qui sont à traiter un cas. Alors vous allez commencer par traiter un cas, un dossier client, c'est un dossier, ben, on va vous montrer comment c'est fait. C'est simplifié évidemment et c'est concentré. On fait l'hypothèse que vous avez fait un travail de recueil et tout, hein. On va même déjà souvent avoir réalisé le bilan, mais on va vous donner des éléments, dossier client. On va vous dire, bon, alors ce bilan, il est comment? Vous calculez quelques trucs, les droits de succession, c'est quoi, etc. Donc très bien. Et puis après, on va, en vous posant des questions, vous guider dans la phase de préconisation. Là, on va vérifier que vous êtes capable de comprendre ce qui se passe et de donner les bonnes préconisations. Vous voyez, souvent, il va falloir justifier plus qu'inventer la préconisation. On va pas reproduire une situation dans laquelle, face à un client, c'est vous qui allez inventer les solutions. Là, on va vous guider et on va vérifier que vous avez les compétences qu'il faut pour résoudre le cas avec les données qui sont données. Alors, la première épreuve de 2 heures, c'est le cas, le client départ, et la copie. Et le deuxième partie, le client, il s'est passé un certain nombre d'années, il a pris de l'âge, etc. Il est maintenant dans une nouvelle situation. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos nouvelles préconisations? Donc ça permet de couvrir comme ça un petit peu les différents aspects de la vie et de s'assurer que vous êtes compétent dans les deux. Voilà. Et enfin, vous allez passer la 8e épreuve, c'est une épreuve orale, 1 heure. Vous êtes, on vous donne un élément de sujet, et voilà, le client il est ça, il veut ça, c'est très simple, c'est très court. Vous arrivez, vous réfléchissez, et puis vous arrivez devant le client, c'est un membre du jury, il y a un autre membre du jury, il faudra demander qui c'est, ça peut être un conseil, ça peut être un conjoint, ça dépend. Et ben, vous allez parler au client, vous allez vous présenter, vous dire oui, là, mais restez, j'ai presque fini, restez, j'ai presque fini. Ah, vous allez là-bas, vous allez là-bas, d'accord. Oui, pardon, c'est mon responsable digital qui dit qu'il va intervenir après pour présenter le tableau de bord. Il y a un tableau de bord apprenant, et donc on va vous le présenter. Oui, alors je reviens, donc l'épreuve, voilà, l'épreuve orale. Alors évidemment, vous allez passer 1 heure en tout, donc on fait des préconisations générales, de vous présenter correctement, de poser des questions au client, s'il manque des données, vous lui demandez. Alors s'il les a, il vous les donne, s'il n'a pas, vous ne donne pas. Et voilà, et de pas venir avec sa solution préconçue, de montrer que vous êtes capable d'établir le dialogue avec le client. Mais vous verrez, ça se fait très bien. Ce sont des sujets simples, il y a aucun problème. Voilà les épreuves de certification. Alors après, on est contraint parce qu'on appelle des blocs de compétences. Les épreuves sont regroupées par bloc. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 8 notes en fait, hein, puisqu'il y en a 2 notes pour l'épreuve 6 de cas. Là, il y a 8 notes. Il faut avoir une note moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble. Oui, c'est 10, c'est pas 12, c'est pas 14, c'est pas 16. Donc, on vous demande d'avoir la moyenne. Et simplement, pas de note inférieure d'épreuve à 8 sur 20 parce qu'il faut une compétence minimale. Il y a des choses, il y a pas des, on ne veut pas qu'il y ait des choses que vous ignorez, que vous ne soyez pas, pour lesquelles vous n'ayez pas un niveau suffisant. Mais enfin bon, comme il y a des compensations quand même, les épreuves se passent bien et le taux de réussite est élevé. Donc voilà, si vous préparez ça correctement, il y a une raison que vous ne l'ayez pas. Si par hasard vous avez un morceau, un bout à repasser, on vous permet de le faire 2 fois, on peut avoir 3 passages. Donc, eh bien, évidemment, l'objectif, c'est de l'avoir du premier coup. Bien sûr, c'est une formation professionnelle, c'est pas un concours, hein. Voilà, moi, je crois que je vous ai tout dit. Alors, la certification Certified Financial Planner, c'est simplement vous rappeler que cette certification que vous avez en plus, hein, il y a 230 000 dans le monde, 28 pays. Vous pouvez avoir aussi l'ISO 22222 parce qu'on a été à l'origine de ça. Ça, c'est nous, il n'y a que CGPC qui offre ça en France, hein. Inutile de le dire. Cette certification, voilà le badge. Et donc, vous pouvez utiliser ces marques en plus de la marque CGPC. Vous avez ce badge. Vous êtes inscrit dans l'annuaire des certifiés qui est ouvert au public, qui permet d'avoir des clients. Et la base de connaissances que vous avez, que vous utilisez pendant la formation, parce qu'on a eu cette demande, donc on le fait depuis 2 ans, on vous la laisse ouverte le jour où vous partez, ce qui vous permet d'avoir une base de connaissances que vous pouvez utiliser. Il y a la MEC, le salon annuel des CGP, des conseillers en gestion patrimoniale, vous y êtes invités, c'est nous qui vous y faisons inviter. Vous avez un réseau, accès à un réseau de plus de 230 000 CGP dans 28 pays. Voilà, voilà. Et puis alors, évidemment, vous restez membre de CGPC pour faire tout ça, mais c'est surtout ce qui est important, c'est comment dirais-je, c'est l'actualisation du compétence. Voilà. Donc ça, c'est des trucs, c'est simplement que les gens qui recourent à un conseiller en gestion de patrimoine certifié sont contents de le faire, c'est que les certifiés ont une bonne presse. Voilà. J'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous livre à Renaud, qui j'ai vu s'est immiscé dans
le tableau des participants. Vous voyez qu'il maîtrise tous les leviers. Lui, il n'a pas besoin, il n'a pas de salle d'attente. Est-ce qu'il y a des questions Bonjour. sur ce que je vous ai raconté? Allez-y si vous avez des précisions à me demander. Merci de votre attention religieuse. Hein, on a entendu les mouches voler. Bon. Non? C'est clair? Dites-moi. Bon, Est-ce je qu'il est sens possible, que... est-ce qu'il est possible de tenir ce livret d'accueil, la présentation en fait? On va vous l'envoyer. On va vous l'envoyer. On va vous l'envoyer. Ce qu'on va faire, on va vous l'envoyer. On va aussi vous envoyer un mail dans lequel on va vous donner les identifiants et le mot de passe pour entrer sur la plateforme. D'accord? Très bien, merci. Là, le mot de passe pourrait changer. Enfin, là, le responsable, là, Renaud, qui est là, c'est notre chef de projet digital. Il est à l'aise sur la plateforme, il nage dedans comme s'il était né, hein, tout petit. Là. Donc voilà, donc s'il y a des problèmes techniques, il vous aidera à les résoudre. On va vous ouvrir le premier module. Alors, ceux qui sont en reconversion, on va leur ouvrir le module 0 et à tout le monde, on va ouvrir le module 1. Module 1, situation juridique des personnes et des biens. Vous allez pouvoir l'utiliser, travailler pendant les vacances. Vous en avez quelle chance, pendant tout le mois de juillet, tout le mois d'août, vous allez avoir à votre disposition. Vous allez pouvoir faire les quiz et vous reviendrez. Alors, j'ai oublié de vous montrer une chose, je suis coupable. Vous êtes trop gentil avec moi. Voilà, c'est le programme. Vous voyez, on est le 27 juin. On va vous ouvrir ça demain, ce soir ou demain. Et le 11 et 12 septembre, vous revenez, ou là, en classe virtuelle, sur Teams, où là, notre responsable juridique, Stéphane Valory, qui est un avocat, qui est le responsable des enseignements juridiques à CGPC, spécialiste très reconnu de tous ces domaines, qui va faire sa propre synthèse, répondre à vos questions. Une semaine avant, on vous dit si vous avez des questions spécifiques, posez-les, il va les traiter de manière plus spécifique. Et ça va durer, vous voyez, une journée et demie, ici. 9h30, 17h30, il n'y a pas beaucoup de pauses. Il faut mettre sa caméra, il faut participer. C'est vraiment dommage de ne pas profiter de ces séances qui permettent de mettre les choses en place. C'est vraiment très important. S'il vous plaît, soyez actifs. Et alors évidemment, c'est pour ça qu'on vous donne le module, on vous l'ouvre avant. Vous allez beaucoup plus profiter de ce que raconte l'expert si vous avez travaillé avant. C'est sûr, il faut essayer d'adopter ce rythme-là, c'est-à-dire d'avoir parcouru le module concerné par une synthèse, une classe de synthèse, et d'avoir fait les quiz avant de venir. Ce sera beaucoup plus profitable pour vous que si vous dites je travaillerai après. Après, chacun fait ce qu'il peut, hein, mais vraiment, c'est ce qu'on préconise. Une fois qu'on ouvre un module, il reste ouvert jusqu'à ce que l'on s'en suive, donc jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin, y compris même si vous avez repassé des choses. Le module 2, on va l'ouvrir le 12 septembre, hein, voilà. Et vous allez revenir, vous allez avoir à peu près un mois, vous allez revenir en novembre pour faire les séances, les classes de synthèse. Même chose pour le module 3, 11 et 12 décembre. Janvier pour le module 4, 5 le 6 février. 6 et 7, c'est 3 jours, 3 journées de classe virtuelle que vous allez faire en février. Et puis, vous allez passer l'examen blanc en avril. Donc là, vous allez entrer dans une période après où vous pouvez réviser. Là, vous avez le temps, dans cette session, il y a du temps, c'est bien pour vous, en particulier pour les gens qui sont en reconversion. Voilà. Examen blanc corrigé par un de nos experts. Et puis, vous passerez l'examen de certification les 9, 10 et 11 juin. Alors, en fait, 9 et 10, vraiment là qu'il y a les épreuves écrites. Et le 10 ou 11, c'est où? Parce que c'est pour l'oral. La plupart ont fini le 10, il se peut qu'on ait besoin du 11 pour certains oraux, en fait. Voilà pourquoi. Hein. Voilà, là, j'ai complètement fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je donne la parole à Renaud? Oui, les épreuves bon, écrites, ça se passe à Paris? Non, il n'y a rien à Paris. C'est tout à distance, d'accord? Même Les classes sont d'accord. virtuelles. Vous allez sur Teams. Sur Teams. Pour les épreuves écrites? Non, l'examen est aussi à distance. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Alors, on a un système de protection, on a un système de contrôle, on a des caméras, etc. Et de toute façon, ça va très vite. Les questions sont posées. On a le temps que de réfléchir et de les traiter, hein, en fait. Et on a des mécanismes de protection de l'examen. Et quand vous allez faire l'épreuve orale, vous allez recueillir votre sujet en vous présentant, en prouvant votre identité. Vous allez travailler dessus et vous vous connecterez à l'heure qu'on vous a indiquée. Et là, le jury va vous admettre
et vous allez faire l'épreuve devant le jury. D'accord? Tout est à distance. C'est important quand même d'avoir une bonne connexion. Hein. Mettez-vous dans un endroit où il y a une bonne réception. Hein, parce qu'il n'y a rien de plus pénible pour vous et pour le jury aussi d'ailleurs si ça marche pas. Hein. Je dis ça parce qu'il y a des compagnies d'assurance, des agences des fois même, sont dans des endroits reculés où il n'y a pas de. Enfin bon, la bande passante nécessaire n'est pas. Renault, c'est pas difficile. Il n'y a pas besoin d'être dans un endroit extraordinairement bien irrigué, si je puis dire. Hein. Non, oui, D'accord? effectivement, mais c'est en effet un bon conseil quand même d'avoir une connexion suffisante. Hein. Ouais. Voilà, voilà. Faut pas être dans un endroit où ça ne passe pas, parce que là, c'est dommage. Ça va vous casser votre examen. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je donne la parole à Renaud? Non? Oui, moi j'ai une question sur les cours en PDF. J'ai cru comprendre qu'on pouvait soit les télécharger, soit les imprimer, mais on peut pas faire les deux, c'est ça? On peut pas changer de support. On peut pas le mettre sur plusieurs Les supports. PDF, vous pouvez les imprimer, n'est-ce pas, hein, Renaud? Hein? Je vous entends pas, Renaud. Excusez-moi, j'étais avec Charlotte. Oui, mais il faut laisser Charlotte là. Laissez Charlotte, Oui. oui. Vous pouvez répéter votre Oui, question, non, non, excusez-moi. non, mais en fait, vous pouvez les PDF les reproduire et les utiliser. Hein. Oui, oui, vous pouvez faire ça, oui. Oui, vous pouvez J'avais une, vous pouvez les télécharger et vous pouvez imprimer à partir de la plateforme, les PDF. Voilà. j'avais une petite question. Est-ce qu'on aura besoin d'une documentation particulière? Non, D'accord. franchement, non. Le cours se suffit à lui-même. Les quiz, c'est assez complet. Évidemment, vous pouvez toujours aller lire des choses à côté, hein, mais vous pouvez y arriver avec ce qu'il y a dans les documents qu'on vous donne. D'accord, merci. C'est très complet parce qu'il est rédigé le cours. Hein. C'est pas des trucs, c'est pas des slides PowerPoint. Hein, D'accord. c'est quand même rédigé. Hein, donc voilà. Ok. En plus, vous voyez, c'est des supports, il faut aller les chercher à plusieurs endroits. Il n'y a pas de bouquin qui traite de tout comme ça. Hein. Ouais. Autre question? Non? Très bien. Renaud, la fameuse plateforme, le tableau de bord. Oui. Bonjour, bonjour à tous. Je vais vous présenter donc votre tableau de bord en fait qui vous suivra pendant toute la formation. Je peux partager, Raymond, le tableau de bord? Vous allez avoir la main, c'est du propre. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Bien Ok, sûr. parfait. J'y vais. Voilà, voilà, j'espère que vous le voyez. Alors donc le tableau de bord, donc vous l'aurez en fait dans le menu Mes formations. Et ce tableau de bord vous permet en fait de faire différentes choses. Alors, entre autres, vous pourrez y accéder dès après cette présentation de la formation et émarger, puisque pour toutes les classes de synthèse ainsi que le lancement de la formation, on vous demande d'émarger. C'est une obligation Calliope. Donc là, pour émarger, il vous suffit de choisir en fait le module, ou là, par exemple, ça sera le lancement de la formation. Alors, votre groupe, je ne sais pas si vous le savez, donc le groupe est appelé EC19. Voilà. Ensuite, donc, vous mettrez le formateur ou la personne qui vous a présenté le lancement. D'ailleurs, je vois que il faudra rajouter Raymond. Et voilà, mon responsable a oublié le présentateur, le président. Voilà, voilà. Désolé, monsieur Leban. Et Oui, alors, donc, allez-y, ok. oui, et vous mettez la date. Donc, il faut émarger le matin et l'après-midi. Votre nom, prénom, nom de famille, signature, accepter et vous émargez. Voilà, c'est aussi simple que Alors, ça. c'est très important parce que nous sommes obligés par la réglementation Calliope de prouver, d'avoir ces preuves, hein, en fait. Donc, s'il vous plaît, faites bien ça. Remplissez Oui, bien ces listes d'énormément. et puis dans le cadre de certains financements aussi, on vous demandera les émargements. Oui, tous les financeurs, les OPCO demandent, ceux qui ont le CPF, etc., les organismes demandent ça, oui, tout à fait. Alors, vous avez également tous les documents qui sont déposés par les formateurs
dans votre tableau de bord et vous avez donc d'ores et déjà en fait les documents de la présentation effectuée par Monsieur Leban. Donc, vous avez le livret d'accueil que vous souhaitiez obtenir, la présentation des épreuves, 6 et 7, voilà. Et donc, pour tous les autres modules, au fur et à mesure, vous aurez, une fois que la classe de synthèse sera passée, vous aurez tous les documents remis par le formateur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Vous aurez accès. Ah, mais ça ne marche pas là, mais vous pouvez descendre. Vous aurez accès aux classes virtuelles. Alors, normalement, ma collègue, bon, elle n'a pas mis encore. Donc, vous aurez un lien qui sera toujours le même, un lien Teams, qui vous permettra d'assister à toutes les classes virtuelles que vous aurez pendant toute l'année. Également, ici, vous aurez toutes les classes virtuelles en replay. Donc, vous pourrez revoir toutes les classes ou les voir si vous n'avez pas pu y assister. Et puis là, tout votre planning en fait pour votre année de préparation à la certification ECGP est disponible ici et sera mis à jour si besoin par Charlotte. Donc je crois que j'ai fait un peu le tour de tous ceux que vous avez ici. Oui. Voilà. Si vous avez des questions. Non. Bon. Ok. Je vous remercie de votre attention. On voyait. Allez. Pardon. Oui. Renaud, on voyait quand vous entriez dans Documents, Oui. le premier module n'est pas encore disponible parce qu'il était encore en grisé, c'est normal? Oui, tout à fait, parce que là, en fait, donc ici, vous aurez uniquement les classes de synthèse. Donc, ce sont les documents des classes de synthèse. En ce qui concerne, je peux vous montrer ça. Alors, attendez, là, vous avez... il faudrait que je vous le montre. Je vous demande juste un instant. Je vais vous montrer comment se présente la formation en ligne, le e-learning, en fait. Vous avez dû recevoir d'ores et déjà en fait un mail avec vos identifiants et votre mot de passe. Donc, ça a été envoyé pendant que vous assistiez à la présentation, au lancement de la formation. Non, pas Alors, encore. Moi, j'ai vous rien l'avez reçu. Pas vous l'avez encore pas non reçu. plus. Ouais. Vous l'avez pas reçu? Ok. Oui, pas encore non plus. Ok, on va regarder ça. Alors, c'est pas vous là, ça va être l'autre. Hop. Alors, je vais vous montrer comment se présente le e-learning. Voilà. Donc, ici, en fait, alors attendez, hop, je vais retourner sur la page d'accueil. Quand vous arrivez, donc, alors le e-learning est sur le site cgpc-formation.fr. Vous cliquerez ici pour vous connecter. Une fois connecté, en fait, il faut aller sur le menu Mes formations. Et là, vous aurez au fur et à mesure, en fait, les modules qui vont s'afficher. Donc là, le module 1 est déjà ouvert pour vous. Il faudra que je rajoute, vous aurez votre tableau de bord qui sera présenté comme un module, qui sera le tableau de bord dont je viens de vous parler, qui sera présenté comme un module, qui sera accessible directement à partir d'ici. Donc après les modules, ça se présente comme ça. Ils sont découpés en leçons et chaque leçon est découpée en chapitres. À la fin de chaque leçon, vous avez un quiz. Il faut que vous obteniez au moins 70% de bons résultats pour pouvoir passer à la leçon suivante. Hein, tant que vous n'avez pas 70%, donc ça vous permet de valider en fait vos connaissances. Et au tout départ, vous devez aussi faire ce qu'on appelle le quiz de positionnement pour permettre d'évaluer où vous en êtes pour ce module au niveau de vos connaissances. Voilà, et je peux vous montrer autrement comment ça se passe les chapitres. Ah non, vous voyez, là, il faut d'abord avoir fait le quiz, le premier quiz pour pouvoir accéder au chapitre. Voilà, c'est une présentation succincte. Mais... Est-ce que vous avez d'autres questions ou... Bon.
Donc, pour les personnes en reconversion, on aura bien le module 0 plus le module Bien 1. sûr. Oui, Ouais, oui, tout à fait. oui, Mm. oui, Ok. absolument. Bon, bah écoutez, Bon. je vous souhaite bon courage. Bonne journée à vous tous, et bienvenue encore. Merci. pour cette première fois. Merci. Merci, Allez. une excellente journée. Bonne très journée à tous bientôt. et un bel été à vous. Merci. Oui, journée. à vous tous aussi, À oui. bientôt. Bon courage, bon courage. À bientôt. Merci, Au au revoir. revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.